Armée de la Nation, institution pluriséculaire, l'armée de terre voit ses origines remonter à la fin de la guerre de 100 ans. En 1445, le roi Charles VII crée les compagnies d'ordonnance, première armée permanente en France. 6 siècles d'existence ont ainsi forgé un lien intime entre la France et son armée. L'armée ne cesse d'évoluer et de se moderniser. Au cours du grand siècle, elle prend un essor singulier en matière d'organisation, d'effectifs et d'armement. Elle s'étend sur tout le territoire français par ses garnisons, ses arsenaux, manufactures et magasins comme autant de signes de la puissance publique dans le précaré. Sous l'impulsion d'hommes d'État jaillissent la Compagnie royale des mines et fonderies du Languedoc, le magasin royal des armes à Paris et plus tard la manufacture d'armes de Saint-Étienne. La France voit s'élever à la même époque la ceinture de fer établie par Vauban, parsemant aujourd'hui encore nos paysages. Sous Louis XV, le lieutenant-général de Gribeauval conçoit une artillerie de campagne standardisée qui contribue aux victoires militaires françaises pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. L'acte de naissance du citoyen soldat date de septembre 1792 sous les ailes du moulin de Valmy. Avec la Révolution et le développement de la nation, l'idée d'un ordre social dédié au métier des armes disparaît. Avec la levée en masse, l'armée devient l'émanation de la nation et la défense un devoir collectif. La période bien turbulente de la Révolution cède la place à l'un de ses enfants. Victor Hugo s'exclame « Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. » Face à des coalitions qui manquent de coordination, Napoléon déploie son génie militaire et invente le corps d'armée. Cette organisation de la grande armée et la science de l'empereur demeurent aujourd'hui encore une source d'études et d'inspiration profitable pour les armées. Le Second Empire est marqué par des campagnes lointaines, Mexique, Crimée. Cette expérience militaire n'empêche pas le désastre de Sedan face à une armée prussienne qui n'a pas notre expérience du feu, mais qui a su penser la guerre et organiser son armée en conséquence. La Troisième République, née de cette cuisante défaite, est toute tendue vers la reconquête des provinces perdues. Avec le service universel, le fait militaire tient une place considérable dans la société. L'instituteur et le curé, en dépit de rivalités politiques profondes, contribuent à cet esprit de revanche. L'armée de terre aligne alors 22 corps d'armée. La France est cloutée de casernes, chaque sous-préfecture possède la sienne. La Grande Guerre est un traumatisme immense pour la France. 1 400 000 morts français, des villages détruits, une terre empoisonnée de millions d'obus et des blessés innombrables. Pourtant, de ce terreau mortifère surgit l'aviation, la chirurgie plastique, le char d'assaut, la TSF et la loterie nationale. Pendant l'entre-deux-guerres, alors que nous bâtissons notre ligne Maginot, outil fantasmé d'une guerre défensive, l'Allemagne développe des écoles de vol à voile, pense une doctrine fondée sur le binôme char-avion, forme les cadres d'une armée encore réduite mais forte de son esprit de revanche. La débâcle de 1940 est de morale. La société n'est pas prête et refuse de penser une nouvelle forme de guerre. La libération et l'épopée de la résistance constituent aujourd'hui encore le roman national. Mais la fin du conflit laisse aussi le goût amer de la guerre totale, l'affrontement d'armées entières, la terreur exercée sciemment sur des populations sans défense, l'entrée dans l'âge nucléaire. Le champignon s'élevait à 13 000 mètres d'altitude. Avec la fin de l'Empire colonial, l'armée française se recentre progressivement sur la défense du territoire national et l'inscription dans les grands équilibres stratégiques. C'est aussi pour nos soldats la présence en Outre-mer et la défense de la deuxième zone économique exclusive mondiale. La France traverse une période paradoxale, tandis que la guerre froide bat son plein, le pays connaît la prospérité des 30 glorieuses. C'est le temps des 2 chevaux, du plein emploi, de la machine à laver, de la télévision dans les foyers et du prêt-à-porter. C'est aussi le temps de la désinformation, des arsenaux nucléaires et de l'antimilitarisme. Dans ce contexte, l'armée de terre, par l'action de son premier corps d'armée, impose un rapport de force conventionnel crédible face à l'Est, laissant au pouvoir politique la liberté nécessaire pour dissuader l'adversaire. L'effondrement du bloc soviétique est salué comme la fin de l'histoire. On compte bien tirer les dividendes de la paix. 25 février au soir, l'aéroport d'Assalman est aux mains des forces... S'il faut se résoudre à quelques interventions extérieures, elles sont choisies, limitées, contrôlées.
Elles sont l'affaire de quelques soldats professionnels qui tirent de ces expériences variées une forte culture opérationnelle. Liban, ex-Yougoslavie, Afghanistan. L'opération Serval, en 2013, est emblématique des capacités et de la force morale de nos soldats. Tu y désignes le secteur LGI 2 grenades Explos. On partit. La guerre, reléguée loin des frontières, était devenue une crise comme les autres. Et les morts au combat traités comme des faits divers. Pour la population française, ces opérations à l'autre bout du monde restent loin de leurs préoccupations quotidiennes. « 24 février 2022, l'Europe renoue avec ses vieux démons. La guerre de haute intensité éclate en plein hiver, 4 ans déjà qu'une guerre se joue à l'Est, plus longue que les combats entre soviétiques et nazis, et bientôt plus longue que la Grande Guerre. C'est le retour de la politique dans ses extrémités violentes, comme le décrivait Clausewitz. La guerre d'Ukraine rappelle brutalement 2 réalités fondamentales. La surprise stratégique reste possible, et la capacité à durer dans le temps est redevenue un facteur décisif de la victoire. Au Karabakh, guerre civile au Yémen, Gaza, crise indo-pakistanaise, Iran. Des transformations importantes de la guerre s'observent partout, mais la guerre d'Ukraine, par sa durée et son intensité, est un révélateur de la profonde modification du champ de bataille. Le champ de bataille est plus contesté. Les capacités d'interdiction se développent tous azimuts. Pour surpasser l'obstacle, on développe des armements dotés du juste niveau technologique qui autorisent la production de masse et la saturation des défenses. C'est la généralisation des drones. La multiplication de capteurs mis en réseau rend le champ de bataille plus transparent. Le combattant voit presque tout de la bataille, mais il est lui aussi plus visible. Drones d'observation, satellites, moyens électromagnétiques rendent le camouflage plus difficile. L'exploitation de cette transparence par des moyens de frappe qui gagnent en portée et en précision mettent les forces au défi de l'agression et de la protection. Le champ de bataille est plus exposé que jamais. Les populations, les zones arrières, les centres logistiques et les centres de commandement sont désormais sous les feux de l'ennemi. Le champ de bataille est aussi paradoxalement plus dynamique. La recherche d'efficacité opérationnelle nécessite un système de commandement rapide, flexible, à l'empreinte réduite. La mise en réseau des systèmes de commandement, des capteurs et moyens de frappe accélère le rythme du combat. Enfin, la guerre se transforme. La robotique terrestre, aérienne, maritime ou fluviale, la modifie en profondeur. Ces moyens nouveaux accélèrent le combat et transforment la physionomie de l'affrontement. Ils font évoluer la place de l'homme dans la bataille. L'énergie et les réseaux vitaux deviennent des cibles stratégiques à part entière. L'électricité, les flux numériques, les infrastructures critiques conditionnent désormais la capacité d'une nation à combattre, mais aussi à vivre sous la menace. Demeure une donnée incontournable de la guerre, la force morale. Lord Baden-Powell en estimait que c'est moins par la force de ses armements qu'une nation s'élève au-dessus des autres que par le caractère de ses citoyens. Pour assurer la victoire future, une armée de terre crédible, bien dotée et bien organisée, capable de se déployer massivement dans la durée, constitue une condition essentielle de la liberté d'action politique et de ses ambitions. Le modèle promu s'appuie sur le corps d'armée. Il représente l'accès à un club fermé d'État capable d'agir. Il n'est pas d'abord un volume de force, mais un critère de puissance militaire, une capacité à conduire la guerre moderne de haut niveau et à grande échelle en multinationale. C'est un outil de combat modulaire, polyvalent et puissant. Il se compose d'un état-major apte à commander dans tous les milieux et sur une zone de vaste dimension. Le corps d'armée comporte des éléments organiques aptes à apporter une véritable supériorité de capacités et d'effets. Feu, longue portée. Défense solaire et lutte anti-drone. Action sur l'environnement et influence, soutien logistique de maintenance, transport, santé. Enfin, il dispose naturellement d'un corps de bataille apte à mener le combat de manière cohérente et autonome.
Le corps d'armée est un standard envié qui permet à une nation de tenir son rang. Sa capacité à mettre sur pied une telle structure la propulse dans un cercle très restreint des armées capables de commander une coalition. Le corps d'armée est un marqueur de volonté politique et un outil de souveraineté qui permet à la France de tenir son rang de puissance d'équilibre en Europe et sur l'arc de crise. Par les moyens qu'il met en œuvre, c'est aussi un puissant levier économique. L'industrie française de défense est un secteur dynamique à l'export, qui fonde sa crédibilité sur le niveau d'exigence et sur l'expérience opérationnelle de l'armée de terre. Aujourd'hui, les technologies duales viennent élargir cette industrie de défense avec l'arrivée de nouveaux acteurs issus des secteurs les plus dynamiques et innovants, gages d'emploi et de développements économiques des territoires. Sous le seuil nucléaire, l'armée de terre est centrale. C'est elle qui donne du temps aux politiques, qui permet la maîtrise de l'escalade et qui matérialise la volonté de défense sans basculer dans l'irréversible. Hier, comme en 2030, la victoire se concrétise au sol. Territoires et populations sont les enjeux de la guerre. Les choix sont devant nous. Serons-nous prêts ?